Bien, j'ai le plaisir de passer la parole à Jérémy Lecoq et Melchior Courtois de Cyberzen pour la revue d'actualité de l'OSIR. C'est à vous. Alors bonjour à tous. Donc Bonjour. on se retrouve du coup pour l'actualité du mois d'octobre. Donc il y aura pas mal de choses. Donc on va essayer de vous montrer le maximum possible. Donc déjà un petit rappel des fins de support pour les versions Workstation et Windows Server. Donc vous voyez que la première version de Windows 11, donc la 21H2, est plus supportée à partir du coup de ce trimestre, qu'on entame la fin de support pour la version Home Pro de la 22H2 et qu'ensuite bah, vous avez quelques temps pour, pareil, pour vous mettre à jour sur le 23H2 car sa fin de support approche. Bon, rien de nouveau pour l'instant pour la fin de version Windows Server. Donc ensuite, bulletin et failles qui ont marqué un peu ce mois d'octobre. Donc on commence comme toujours avec le bulletin, donc le Patch Tuesday de Microsoft. Donc bulletin qui a patché pas loin de 118 vulnérabilités, dont 5 vulnérabilités de type 0D. Donc on a tout d'abord une vulnérabilité qui touche, donc encore comme le mois dernier, MS-HTML. Donc pourquoi je dis encore? Parce qu'en fait, cette vulnérabilité, c'est un bypass du correctif du mois dernier, donc qui touchait le même service. Donc toujours une vulnérabilité de type spoofing. Donc la plateforme MS-HTML, je vous le rappelle, en fait, c'était la technologie utilisée auparavant par Internet Explorer et par la version Legacy d'Edge, donc son nouveau navigateur à Microsoft. Mais en fait, la plateforme est toujours utilisée par le nouveau Edge de Microsoft pour son mode Internet Explorer. Donc, en version infectée, vous avez la Windows 10, Windows 11 et Windows Server supérieure à 2012 R2 inclus. On a ensuite une Remote Code Execution sur Microsoft Management Console. Donc, vulnérabilité qui s'enclenche via une ouverture de fichiers MSC malveillant. Même cœur de cible pour les versions infectées. Sauf que là, on commence à partir de la Windows Server 2008 R2. On a ensuite une vulnérabilité sur curl, du coup, donc qui vient de la librairie libcurl, donc qui est une réimplémentation de curl, donc l'outil open source sur Windows, et qui permet d'obtenir du coup une remote code execution. Donc, comment est enclenchée cette vulnérabilité? C'est via l'utilisation d'un certificat TLS, donc côté serveur, qui a été forgé spécifiquement pour cette vulnérabilité. Et du coup, en version impactée, Windows 10 11 et pour les Windows Server, tout ce qui est supérieur ou égal à la 2019. On a ensuite une vulnérabilité sur Hyper-V, donc qui permet du coup de bypasser l'UEFI, donc le mode UEFI du BIOS. Et donc en version infectée, donc pareil, comme pour la CE 2024 6197. On a ensuite une vulnérabilité sur WinLogon, pardon. Donc, c'est le processus de Windows qui est chargé de gérer tout ce qui concerne les sessions utilisateurs. Donc, c'est par exemple lui qui va s'assurer qu'il y ait une authentification lors de la connexion, qui va gérer le verrouillage de l'écran, etc. Et donc là, vous avez la possibilité d'obtenir une élévation de privilèges, sachant que le risque est atténué si vous utilisez un IME, et donc de ce qu'a précisé Microsoft, vous êtes encore plus safe si vous utilisez l'IME de Microsoft évidemment. Business is business. Et donc en version affectée, Windows 10 11 et toutes les Windows Server supérieures ou égales à la 2008 R2. Et d'autres vulnérabilités donc, qui sont intéressantes et qui sont enfin, intéressantes ou critiques, qui sont importantes à noter. On a une vulnérabilité dans le Microsoft Configuration Manager. Vous avez une Remote Code Execution. Vous avez une Remote Code Execution aussi sur Visual Studio Code, donc spécifiquement pour l'extension utilisée pour Arduino, et une RCE sur le protocole RDP, Remote Desktop Protocol. Au niveau des file systems, on a une faille au niveau de Ivanti Connect Secure, qui est une solution de VPN SSL et qui donne aussi un accès zéro trust pour du cloud. Donc le prérequis pour avoir cette RCE Authenticated qui était fait via CRLF Injection, c'était d'avoir au moins un accès admin sur le site web.
Et en gros, avec cet administrateur, ça nous permettait d'exécuter des commandes routes sur le système. Donc en fait, lorsqu'on envoyait notre demande de CSR, donc de renouvellement de certificat, on pouvait du coup derrière implanter une injection de commande qui lui donnait un accès administrateur. Donc nous vous recommandons de passer à la mise à jour version supérieure, donc la 22.7 pour l'intégrité de vos systèmes. Si vous voulez plus de détails, vous avez un POC qui est entièrement disponible sur le lien que nous avons mis. Ouais, on fera les points de Melchior après. J'ai oublié que j'ai un rendez-vous après, donc il faut que je fasse tous mes points assez rapidement. Donc une autre faille système, donc cette fois du côté de Fortinet. Donc vous allez voir que Fortinet, c'est pas le seul qui a eu un mois d'octobre chargé. Donc une faille critique qui affecte son FortiOS, donc en prime son FortiPAM, son FortiProxy et son FortiWeb. Donc vous avez en fait un format string. Donc en fait, un format string dans le monde de l'exploitation de binaire, ça va être tout ce qui est utilisation de non sécurisé de chaînes de formatage. Donc que vous utilisez par exemple quand vous utilisez des printf en C ou en C++. Donc un format string qui se trouve dans le démon FGFMD de FortiOS et qui vous permet une RCE unauthenticated, ce qui veut dire que ça ne requiert pas d'authentification préalable. Et donc ce démon, lui, c'est ce qui va permettre de gérer la communication sécurisée entre FortiGate et FortiManager. Donc là, vous avez toutes les versions impactées et leurs solutions pour appliquer le patch correctif. Donc après Fortinet, on a Palo Alto. Donc on a 5 vulnérabilités qui affectent l'outil Expedition, donc antérieur à la 1.2.96 de Palo Alto. Donc Expedition, c'est leur outil qui permet de gérer tout ce qui est migration, de configuration de pare-feu entre du coup vos anciennes solutions de firewalling et maintenant vos dispositifs Palo Alto. Et donc en termes de criticité, on a une élevée, c'est la XSS réfléchie. Et ensuite, on a 4 vulnérabilités critiques, donc de l'injection SQL qui ne requiert pas d'identification et qui vous permet de leaker l'entièreté de la base de données, à l'exposition d'identifiants et mots de passe du pare-feu et des clés API. Donc ça, pour le coup, ça requiert quand même un compte utilisateur. Et 2 injections de commandes, donc une en tant que route qui requiert une authentification et une en tant que route qui ne requiert pas d'authentification. Et après Palo Alto et Fortinet, on a Cisco. Donc cette fois, une vulnérabilité du côté d'FNDC, donc Nexus Dashboard Fabric Controller. Donc c'est leur solution qui permet tout ce qui est déploiement sur les NXOS. Donc en version impactée, on a tout ce qui est compris entre la 11.5 et la 12.2.2 exclu. Et au niveau de la vulnérabilité, c'est une injection de commande donc qui s'effectue depuis un compte à faible privilège et qui vous permet du coup d'effectuer votre injection de commande avec un compte, et d'obtenir du coup d'exécuter des commandes avec un compte avec beaucoup plus de privilèges. Donc au niveau du périmètre d'exploitation, soit vous l'exploitez directement sur l'interface ou sinon via la REST API de l'outil. On a ensuite, pour les navigateurs, un use after free donc dans le moteur de recherche Firefox, donc, sachant que c'est Firefox et Firefox ESR. Donc c'est un bug qui se situe dans le composant Animation Timeline. Si vous ne le savez pas, Animation Timeline, c'est l'outil que vous pouvez retrouver dans les DevTools qui permet aux développeurs de visualiser, contrôler et puis de débugger vos animations CSS pour du coup la page que vous venez de charger dans votre navigateur. Et un use after free, donc c'est quand un programme continue à utiliser un pointeur vers une zone mémoire alors que la zone mémoire en question est libérée un petit peu plus tôt. Et ce qui a du coup des effets de bord sur votre mémoire et du coup sur votre programme. Et donc en version affectée, vous retrouvez du coup la 131.0.2 pour Firefox et la 128.3.1 et 120 et 115.16.1 pour la version ESR. Une faille pour l'applicatif donc Keycloak. Donc Keycloak, c'est un IAM, donc une solution de gestion des identités et des accès, donc qui est complètement open source, qui est pas mal par exemple pour faire du SSO, du single sign-on. Et donc pareil, une vulnérabilité au niveau de sa REST API, donc toujours via un compte à faible privilège, vous avez la possibilité d'exécuter des commandes à plus haut niveau de privilège. Pas plus d'informations sur la vulnérabilité en question. C'est juste qu'elle affecte toutes les versions antérieures à la 24.05.
Donc là, vous retrouvez les stats du mois. Donc, comme le mois dernier, on a rajouté les vulnérabilités d'octobre. Donc, vous pouvez voir que ça a été un mois chargé pour Linux, aussi pour Cisco. Et après, globalement, c'est du kiff-kiff. Piratage, je vous parlais du coup donc du fait qu'il y ait il y a eu des inspections donc au niveau des dépôts NPM. Donc NPM pour Node Package Manager, c'est tout ce qui va être enfin c'est le gestionnaire pardon, des paquets officiels de Node.js. Et donc en fait, il y a eu un rapport qui démontrait en fait que beaucoup de paquets malveillants étaient présents sur les dépôts. Et donc la question du comment ça se fait, parce que il est censé y avoir un processus d'audit et de vérification en place qui permet justement d'empêcher ce type de paquet de se propager. Et donc, en fait, ce qui en découle, c'est que, en fait, quelle que soit la taille de votre process, vous avez toujours des choses qui sont réalisables. Par exemple, du type squatting. Donc, pour essayer de fournir un nom à votre paquet qui se rapproche le plus possible d'un nom de paquet de bibliothèque connue utilisée. Donc ensuite, les injections de scripts malveillants. Donc par exemple, peut-être depuis votre script de votre bibliothèque, vous allez appeler d'autres scripts extérieurs qui, eux, du coup, ne sont pas vérifiés par le processus d'audit. Une obfuscation du code. Et ensuite, bah, tout ce qui va être supply chain attack, si vous attaquez directement une infrastructure qui pousse certains paquets NPM. Et donc, un peu la morale à en tirer, c'est bah, de toujours faire attention aux dépendances qu'on utilise, de théoriquement les revoir avant de les utiliser, de bien sensibiliser ses développeurs, de faire du MCS, donc du maintien en condition de sécurité. Donc, c'est pas juste bon, là, pour du NPM install et votre package, c'est aussi des tests au niveau de sécurité, des tests unitaires. Et j'en passe. Vous avez un lien du coup qui vous fournit aussi des exemples d'attaques donc en cours donc sur ce type de pratique. Je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Donc ça, je pense que ça vous a pas trop échappé. Donc les grosses fuites de données qui ont eu lieu autour de Free, donc des données qui comportent quand même donc qui concernent 19 millions d'abonnés Free. Bon, j'ai fait une faute d'orthographe. Et qui inclut 5,11 millions d'IBAN. Donc, ce qui est très critique, c'est pour ça que ça a fait autant parler. Donc, c'est un leak qui a été en vente sur Breach et qui a été vendu pour 175 000 $. Se dire que du coup, c'est rien par rapport à ce que vous trouvez dans le contenu du leak. Quels sont les risques? Juste pour le rappeler, ça peut être intéressant. Donc, usurpation d'identité pour essayer de demander des prêts bancaires peut-être en votre nom, donc sachant que ça demande quand même d'autres informations sur vous et pas juste votre IBAN. Usurpation d'identité sur tout ce qui va être abonnement, après des prélèvements frauduleux, du phishing. Donc un peu la mitigation, ça serait de surveiller votre compte bancaire et de faire attention aux virements qui sont effectués à l'activité de votre compte. À court terme, c'est déjà utilisé pour du spam téléphonique, hein. Ouais, bah ça m'étonne pas. C'est parce que là, déjà, je parle ouais, donc des 5 millions d'IBAN, mais sinon, vous retrouvez aussi d'autres informations sur les abonnés, nom, prénom, adresse, titre d'abonnement, et j'en passe. Donc, vous avez quand même quelques informations qui peuvent vous aider en tant que pirate à avoir à faire du super phishing. Ok, donc ensuite, toujours en fuite de données, donc une campagne massive donc, qui, elle, va se concentrer sur tout ce qui est dépôt Git. Donc, c'est une campagne qui est nommée Emerald Whale. Donc, son but, c'est simple, en fait, c'est d'essayer d'obtenir tout ce qu'elle peut de privé, sensible ou critique depuis un dépôt Git. Donc, déjà, de se focaliser sur tout ce qui va être dépôt privé et puis de jouer sur le fait que des secrets peuvent se trouver dans ces dépôts. Donc, il y a plus de 10 000 dépôts privés, en fait, qui ont été perçus, du coup, sur un bucket S3, donc un S3 d'Amazon qui était du coup hébergé sur le S3 d'une ancienne victime donc de cette campagne.
Donc, dans ces 10 000 dépôts privés, il y avait pas loin de 15 000 informations d'identification qui étaient présentes dedans. Et donc, à savoir que ce S3 a été supprimé entre-temps par Amazon, même s'il a pas mal été transféré entre les parties. Et donc, la petite morale de l'histoire, bah, c'est de protéger vos dépôts Git et surtout l'accès à vos points Git. Donc, même pour vos dépôts publics et malheureusement exposés sur Internet, faites attention à avoir un bon contrôle d'accès sur vos points Git. Au niveau des publications, donc on a on a juste un nouveau. Donc nouveau rapport de l'ANSSI et de la BSI. Donc la BSI, c'est l'Office fédéral allemande, donc qui joue un peu le rôle de l'ANSSI, mais en Allemagne. Donc ce rapport, il concerne l'intelligence artificielle et plus précisément tout ce qui est risque pardon, lié aux assistants de programmation basés sur l'IA. Donc oui, par exemple ChatGPT ou Copilot, pardon. Et donc, savoir que ce rapport, du coup, il a été conjoint entre l'Allemagne et la France. Et donc, ce que vous retrouvez dans ce rapport, c'est des informations sur comment utiliser de façon efficace les assistants de programmation, donc pour tout ce qui va être, par exemple, debugging, génération de tests unitaires, revue de code, même éventuellement une traduction vers un autre langage, de C vers Python ou j'en passe, mais également aussi toute une partie donc, qui va plus vous intéresser sur les risques que peuvent représenter les assistants de programmation. Donc déjà, gros point important, la confidentialité du code. Donc tout ce que vous lui transmettez, de faire attention, de bien anonymiser vos tests et vos données pour pas qu'ils soient fuités ou qu'ils remontent au serveur donc, qui gère et vous fournissent l'assistant de programmation. Ensuite, ils évoquent l'automation bias, pardon. Donc ce qui est assez intéressant, pourquoi? Parce qu'en fait, ils évoquent quand même que oui, l'assistant de programmation, c'est justement, son nom est assez explicite, c'est un assistant. Il n'est pas là pour complètement vous remplacer. Il faut vraiment l'utiliser comme un outil. Et le problème, en fait, à long terme, c'est que l'humain devienne trop indépendant, trop dépendant justement de ce type d'outil et qui lui-même risque de perdre en compétences. Et ce que nous ne voulons pas, parce que le but, c'est d'être capable de quand même reproduire ce que l'assistant nous propose, mais juste de gagner un peu en temps et en ressources. Et ensuite, le dernier risque, donc une faible qualité du code donc généré de sa sécurité. Donc, même si les assistants ont pas mal évolué, ils ont encore des choses à prouver. Et il ne faut pas complètement se reposer sur les résultats générés. Donc voilà, et vous trouvez aussi des bonnes pratiques donc, qui sont présentes dans le rapport. Donc, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil au rapport. Donc j'ai un petit truc à vous proposer. Donc c'est un outil qui vous permet de bypasser l'accès conditionnel de Microsoft Entra ID. Donc en fait, cet accès conditionnel, c'est tout ce qui va être des règles basées sur donc plusieurs critères. Donc par exemple, depuis quel lieu je veux accéder à mon portail, depuis quel appareil, quel est le niveau de risque autorisé sur tel et tel client. Et donc pour cet outil, enfin pour cette pratique, vous avez l'outil Bad Token Broker qui est utilisé forcément dans le post-exploitation. Pourquoi? Parce que vous devez déjà avoir un accès à une machine depuis laquelle vous vous connectez sur votre Entra ID. Et donc le but, ça va être de récupérer toutes les clés qui sont stockées sur la machine, donc qui a été compromise par vous. Donc là, je parle dans le cas de Pentest, par exemple, et de récupérer tout ce qui est device key, transport key, et essayer de voir si l'outil arrive à obtenir des accès plus élevés sur Entra ID. Et ensuite, un outil, pareil, cadeau, qui permet de tester l'efficacité de votre solution AdBlock. Donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tenter de se connecter à plusieurs domaines qui sont connus pour, par exemple, faire du tracking, faire du suivi de bug, de vous vendre de la publicité, enfin, de vous fournir de la publicité, de vous pousser les trackers sociaux. Et en fait, l'outil va voir ce qui va être bloqué ou pas par votre AdBlock et il va vous retourner un score. Ensuite, quelques points business. Donc Elon Musk qui se joue qui joue sur le marché de l'IA via son entreprise xAI, qui est une entreprise qui a été fondée par Elon Musk, qui a mis en place, du coup, je parle bien d'entreprise, un super cluster de 100 000 GPU. Et cette prouesse a été réalisée en 19 jours. Donc la technologie utilisée des NVIDIA H200 Blackwell.
Donc le projet du coup d'XAI, c'est Colossus. Donc ça a été qualifié comme surhumain par le PDG de Nvidia, qui de base estime que ce travail est réalisable en 4 ans. Donc on passe de 4 ans à 19 jours, sachant que ça a bien sûr profité à Nvidia, qui a vu son action bondir de 14% au cours du mois d'octobre. Et donc, c'est quoi le but de ça, donc de ce projet Colossus? Bah, deux choses de ce qu'on en sait. Améliorer Grok, donc, qui est l'assistant utilisé sur le réseau social X, et améliorer tout ce qui est conduite autonome des Tesla. Donc, on a ensuite une très lourde. Donc, ça, j'ai hésité à le mettre dans Troll, mais bon, ça touche quand même à l'économie, donc c'est pas très drôle. Donc, une très lourde amende qui a été demandée pour Google donc par la Russie. Une amende qui s'élève à 20 décillions de dollars. Donc en gros, c'est facile. Vous prenez 20 et vous rajoutez 33 zéros derrière. Donc sachant que le PIB mondial est estimé à 100 000 milliards de dollars, donc on en est loin quand même. Bon courage pour Google pour payer cette amende. Donc qu'est-ce qu'il leur est reproché? Ben, en fait, ils ont interdit une chaîne russe ultranationaliste, Trasgrad, en 2020. Et en fait, puis d'autres chaînes, mais c'est surtout celle-là qui a fait du bruit. Et donc, en fait, ils ont une amende donc, qui d'abord s'élevait à 1025 dollars et qui doublait chaque semaine le temps que Google réaccepte bah, du coup, cette chaîne sur la plateforme YouTube. Et donc, bah, de fil en aiguille, on est passé de 1025 dollars à 20 décillions de dollars. Mais bon, Google s'en moque un petit peu parce que déjà, Google est inactif en Russie depuis 2022, pour les raisons que vous connaissez bien. Et, euh, et puis voilà, dans tous les cas, c'est pas réaliste et à aucun moment ça peut être pris au sérieux. Ensuite, un business, donc un point national, lié à Atos. Donc, vu le titre qui se met à dos à l'État français. Donc pourquoi? Parce que déjà, donc en avril 2024, ils ont reçu un prêt, j'ai pas mis la somme, donc de 50 millions d'euros donc par le FDES, donc le Fonds de développement économique et social en France, donc ce qui du coup est un fonds qui est de base utilisé pour soutenir toutes les entreprises qui sont en difficulté. Donc ici, le but forcément, c'était de sauver Atos. Et donc les actus du coup sur ce point, c'est que les créanciers du coup d'Atos ont demandé deux choses. Donc déjà, de convertir un emprunt qui s'estimait à 3,1 milliards, donc qui provenait d'emprunts d'intérêt en capital, enfin du coup de le convertir les 3,1 milliards d'emprunts en capital. Donc pourquoi? Ben, dans le but en fait d'alléger leur dette qui de base s'élevait à 4 milliards. Et donc sachant que ça a été du coup validé par le tribunal du commerce. Et ensuite, la deuxième demande, donc un petit peu plus enfin éthiquement parlant, un petit peu moins respectable, donc transférer ses actifs français dans une double holding aux Pays-Bas. Donc je cite, dans le but de réduire la fiscalité sur les plus-values de cession d'actions et sur les dividendes. Donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Donc l'État qui a dit, donc pour l'instant il n'y a pas forcément d'informations dessus, pas forcément de retour sur cette information, mais par exemple l'État qui disait qu'ils estimaient que 400 postes en France viendraient à être supprimés donc d'ici 2 ans, donc pour montrer que Atos c'est un peu compliqué en ce moment, donc affaire à suivre. Mon dernier point de droit, je crois, donc le retrait des mainteneurs russes du projet Linux. Donc, quand je parle Linux, je parle évidemment du noyau. Une info qui a été poussée lors de la publication du correctif du noyau Linux 6.12-RC4. Donc en fait, vous avez un fichier dans ce dépôt qui s'appelle Maintainers, qui vous liste l'entièreté donc des personnes qui développent pour le noyau ou pour ses pilotes. Euh, et donc, en fait, vous avez vu enfin, vous voyez pour cette publication du coup du correctif que dans le fichier Malteners, toutes les personnes russes ont été retirées. Et donc, Linus Torvalds, il s'est exprimé dessus et en disant, je suis finlandais, vous pensiez que je soutiendrais l'agression russe. Donc, la raison est claire, c'est clairement politique.
Et donc, selon Linus, c'est une décision définitive. Donc, c'est sa façon de lutter contre un contexte géopolitique actuel. Alors, j'avais encore un point. Donc, l'AMF, donc, qui a parlé, donc, évidemment sur Dora. Donc, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, donc, qui joue un rôle très important dans Dora. La présidente qui a parlé et qui a relevé du coup des informations assez intéressantes. Donc déjà, ils ont déclaré avoir effectué 3 contrôles spot au cours des derniers mois. Donc en fait, c'est des contrôles qui sont non répressifs. Et le but, en fait, c'est juste de contrôler les dispositifs de cybersécurité qui sont actuellement en place. Donc là, c'était dans 15 sociétés de gestion de portefeuille. Et donc, je la cite, donc, ils ont noté des mauvaises pratiques et des insuffisances qui restent préoccupantes. Donc, c'est pas très rassurant. Et donc, ils menacent un peu, ils disent qu'il y aura des procédures de contrôle répressif strictes qui seront mises en place si les choses ne s'améliorent pas. Important, les attentes sont similaires quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc, vous soyez une PME, une TPE, une PME ou une ETI ou une grande entreprise, le niveau d'attente est le même. La gouvernance aussi importante que les mesures techniques. Donc là, pareil, c'est ce qu'elle a dit. Et dernier point, ne pas innover au détriment de sa cybersécurité. Et je cite, je ne pense pas que le sérieux en matière de cybersécurité et de la protection des fonds et des données soit un obstacle à l'innovation. Pour petit rappel quand même, DORA, ça entre en vigueur dans 3 mois. Donc, donc les conférences, bah, je vous laisse regarder ça, voir s'il y en a qui vous intéressent et s'il y en a que vous avez loupé, de ne pas hésiter à les mettre dans votre agenda pour l'année prochaine. Et des points divers, j'en ai 2 ou 3. Donc déjà, est-ce que c'est réellement la fin de RSA et d'AES? Donc d'AES, je ne vais pas vous en parler là, mais RSA, je peux déjà vous en dire quelques mots. Alors, ce qui a été annoncé, c'est que ces chiffrements ont été cassés par un ordinateur quantique chinois, donc beaucoup trop fort pour ce qui fait du quantique. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire la fin des RSA? Ça veut dire que SSL TLS, c'est fini, que la sécurité autour de vos cartes bancaires, c'est fini, et que globalement, la confidentialité de vos données, c'est terminé. Et par qui cette information a été poussée? Bah, par pas mal de gros cyber-influenceurs. On va pas te donner de nom pour pas se mettre des gens à dos. Mais donc, c'est quoi la réalité? C'est que la réalité, en fait, il y a un nombre de 7 chiffres qui a réussi à être factorisé. Donc là, vous avez le nombre, 2 269 753, donc ce qui correspond à un module RSA de 22 bits. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, RSA 22 a été cassé. Et bon, si vous suivez un peu les recommandations et les standards en termes de cryptographie, il est recommandé d'utiliser un minimum RSA 2048. C'est-à-dire que là, en fait, vous devez réussir à factoriser un nombre de 617 chiffres. Et là, on a réussi à en factoriser un de 7 chiffres. Donc, je ne sais pas si vous remarquez, mais on est quand même un petit peu large. Et en plus, l'ordinateur quantique utilisé, c'est D-Wave Advantage, et il n'est pas chinois, il est canadien. Il est juste accessible via le cloud, donc forcément, les Chinois ont pu y accéder à distance et simplement. Et du coup, bah, ce qui est en plus drôle, c'est qu'on se vante d'avoir réussi à casser RSA 22, alors que RSA 332 a été cassé en 1991, donc sans chiffres décimaux, et RSA 829 a été cassé en 2020, et cette fois 250 chiffres décimaux. Donc, quand on compare les prouesses d'il y a 4 ans avec celles d'aujourd'hui, bah, ça fait un peu rire quand même. Et en plus, si vous suivez du coup le lien qui est tout en bas, qui est excellent, donc des slides qui dénonce un peu cette fake news, et ben il vous explique par exemple que vous pouvez reproduire exactement le même exploit pour casser RSA 22, juste avec un petit cluster de 5 Raspberry Pi, et que bah, vous pouvez du coup compenser un D-Wave Advantage pour ce type de calcul. Et ensuite, donc un aspirateur, bon, encore une fois, désolé, pas très correct, parce que de base j'ai mis des aspirateurs, mais en fait j'ai vu que ça touchait seulement un aspirateur, donc c'est une histoire qui est entre guillemets assez drôle. Donc ça touche un aspirateur donc des bots X2 Omni, donc de la marque Ecovacs. Donc en fait c'est une machine, un aspirateur qui a commencé en soirée alors que les utilisateurs étaient devant un film, à proliférer des insultes racistes à son propriétaire.
En fait, pourquoi? C'est parce que il y a la perte d'identifiant de mot de passe de l'utilisateur qui a été récupéré par un acteur malveillant donc via du credential stuffing. En fait, c'est des identifiants qu'il utilisait sur d'autres sites et qui, bah, bingo, font marcher aussi, matcher aussi avec la plateforme Ecovacs. Et donc, en fait, l'attaquant, il l'a utilisé sur l'application Ecovacs. Et en fait, depuis cette application, vous pouvez, par exemple, contrôler les haut-parleurs. Mais également, en plus, ce qui est un peu terrible, contrôler la caméra et le contrôle à distance de l'aspirateur. Et donc, les faiblesses, donc, c'était que il y a bien un code PIN sur l'application, mais qui est vérifié uniquement au niveau du client lourd, donc pas au niveau du serveur, ce qui n'est pas très utile. Ne jamais faire confiance au client. Et qui a normalement un son qui est émis lorsque vous activez la caméra, sauf que ce son peut être désactivé à distance. Et bon, faut se dire quand même que ça aurait pu être pire, parce que là, entre guillemets, c'est juste entre guillemets, juste des insultes. Ça aurait pu être, c'est ce que dit le propriétaire, il a des enfants, et ça aurait pu être donc l'aspirateur qui se promène et capture des images très sensibles. Et donc, ça aurait pu être encore pire. Ah, et mon dernier point, donc si vous êtes fan des machines de Turing et encore plus des Lego, bah, vous avez une machine qui a été totalement reproduite, une machine Turing qui a totalement été reproduite en Lego, et qui est totalement fonctionnelle. Donc vous avez bien, donc comme le principe de la machine abstraite de Turing, un ruban infini, une tête de lecture, vous avez des registres, un tableau de connexion, et donc vous pouvez reproduire vos algorithmes préférés donc, sur cette machine de Turing, sachant que vous avez des instructions qui peuvent être du coup euh, euh, inscrites sur 7 bits. Donc, il y en a trois qui sont dédiées à l'état, deux pour le symbole et une pour le déplacement gauche-droite et une pour l'arrêt. Sachant que l'énergie est totalement mécanique, donc vous avez une petite manivelle à tourner qui fait fonctionner la machine et aucune dépendance électrique, ce qui est assez cool. Donc en fait, comment ça se passe pour les 7 Lego comme ça? C'est que vous poussez l'idée sur le site idslego.com et dès que vous atteignez les 10 000 supporters, le projet il passe en phase de revue. Et donc ensuite, il y a si c'est validé au moment de la phase de revue, eh ben, le produit est poussé au dev. Donc, ils vont reproduire les Lego, voir si ça match avec les philosophies de Lego, si c'est pas trop compliqué, si c'est pas dangereux. Et derrière, il y a le marketing en parallèle qui est réalisé. Donc, je vous laisse regarder ça. C'est très intéressant. Et là, je vous remets juste les points en bleu de Melchior. Et moi, je vous laisse parce que j'ai un rendez-vous. Merci et Melchior, je te laisse la place. Merci, Javi. Alors, je reprends les points. Donc, pour revenir sur les file systems, donc on avait aussi une RCO Zero Clean Unauthenticated sur les Synology DiskStation et BeeStation. Donc, c'était découvert lors de la compétition Point to On qui s'est déroulée en Irlande en 2024. La faille était présente sur l'application Synology Photo et Biphoto, mais il y en a un qui n'est pas déployé par défaut, mais qui a quand même été déployé enfin, qui a même été téléchargé par plus de 9 millions de personnes. Donc c'est pas rien, donc beaucoup de personnes sont concernées. Donc vous avez 90 jours pour 90 jours pour mettre à jour vos systèmes avant que les détails techniques de l'exploitation soient dévoilés. Et vous avez, voilà, je vous affichez les versions patchées. Donc les Synology Photo, il faut passer, pour les 1,7, il faut passer à la version supérieure. 1,6 pareil, donc 1.7.0, 1.6.2. Et BeeStation OS sont aussi concernés par la même faille. Tac. Vulnérabilité du côté Bitcoin. Alors là, c'est assez intéressant. Donc, il était possible de faire crash des nœuds Bitcoin à distance. Donc, en gros, vraiment, comment est-ce que ça fonctionnait? Au niveau de la chaîne de blocs, si un bloc était reçu et qu'il y avait une erreur dans le bloc était redemandé dans la chaîne. Si le deuxième bloc à nouveau reçu était à ce moment-là à nouveau faux, il y avait un message qui demandait à ce moment-là l'entièreté de la chaîne. Sauf que pendant cette réception de l'entièreté de la chaîne, des transactions s'effectuaient encore. Et si une transaction échouait à nouveau, donc on avait trois erreurs à la suite d'une certaine façon, à ce moment-là, on avait une deuxième erreur d'une redemande de la deuxième chaîne. Donc, si vous voulez, on avait deux chaînes de blocs qui étaient demandées en même temps, ce qui appelait deux fois la même fonction. Et cette fonction, du coup, avait pour propriété de ne pouvoir être appelée qu'une seule fois. Et étant appelée deux fois, ça entraînait un crash du nœud. Donc ça a été rapidement corrigé en passant à la version 25.
Vulnérabilité critique sur Apache Solar. Donc Solar, pour le rappel, c'est une plateforme logicielle de moteur de recherche s'appuyant sur la bibliothèque de recherche Lucene. Ça s'effectue en effectuant un contournement de l'authentification avec le PKI Authentication Plugin, donc qui est un module d'authentification permettant l'authentification par PKI, comme ça se dit. Pour information, il est activé par défaut sur l'intégralité des systèmes. Et comment ça fonctionne? En fait, c'est lorsqu'il y avait une fausse fin d'URL au niveau de l'API, ça permettait d'ignorer l'authentification et de maintenir le contrat avec l'API. Vous avez les versions supérieures qui sont affichées. Donc, pour l'Apache Solar 5.3 et l'Apache Solar 9.0, vous devez passer à la 8.11 et à la 9.7. Deux vulnérabilités Android. Donc là, on n'a pas beaucoup d'informations dessus. On sait que la première concerne les chipsets Qualcomm. Donc globalement, ça se situe exactement au niveau dans le driver FastRPC, qui est un composant permettant la communication entre Linux Android et les processus de calcul. Pour la deuxième, malheureusement, on n'a aucune information encore. On sait que les cibles principales étaient les appareils d'employés dans le but de voler des données d'entreprise. Et on sait aussi que les données sont actuellement, enfin que les vulnérabilités sont actuellement exploitées et traitées par Google. Hop. Côté piratage, alors une exploitation des cookies 5.5 Big IP, donc qui est un ensemble d'applications pour la gestion de trafic web, d'équilibrage de charge et de la sécurité, notamment grâce au module Local Traffic Manager. Donc c'est un module qui utilise des cookies de persistance qui aident à chiffrer des cookies qui ne sont pas chiffrés et qui aident à la cohérence de la session en redirigeant le trafic client vers le même serveur back-end, ce qui est assez crucial pour l'équilibrage de charge. Et donc c'était des cookies qui n'étaient pas chiffrés par défaut et étant pas chiffrés, ils permettaient de connaître des serveurs qui auraient été cachés et ainsi analyser les vulnérabilités. Donc pour patcher ça, l'entreprise a mis en place une nouvelle option qui est disponible, qui a été cliquée sur obligatoire afin de rendre le chiffrement des cookies obligatoire depuis la V11. Sachant qu'ils ont aussi mis en place un outil qui permet de faire de l'analyse de configuration qui s'appelle Big IP If et qui permettait de savoir justement si vous êtes vulnérable au niveau de votre configuration pour votre système. Et selon l'étude du CISA, c'est une vulnérabilité qui est connue et qui est exploitée depuis quelques années. Certains ont peut-être entendu parler, la zero day de l'IA, donc pas grand-chose à dire à ce niveau-là encore. Big Sleep, donc l'IA de Google, a trouvé une vulnérabilité, donc c'est une stack buffer underflow sur SQLite. Donc ils sont très contents de l'avoir trouvé, ça va pouvoir leur donner des indications pour la suite à venir et pour l'utilisation qu'ils vont faire. Le but actuellement de l'IA qui avait été en place, c'était justement de pouvoir anticiper et corriger les failles le plus tôt possible pour justement empêcher leur exploitation plus tard. Fuite de données, donc plus de 2 millions de mots de passe VPN sont dans la nature. Donc c'était mis récemment. Ça les appartiennent au service ProtonVPN, NordVPN, CyberGhost VPN et d'autres VPN, donc je ne sais plus les noms. Et qui ont été récupérés directement à partir d'infos stealers sur les machines victimes par force brute ou par phishing. Donc c'est pas une vulnérabilité, c'est vraiment plutôt des erreurs d'utilisateurs. On s'est rendu compte qu'il y avait de nombreux mots de passe qui étaient faibles dedans et qui pouvaient même correspondre à des mots de passe d'administration pour de l'Active Directory. Vous avez une liste qui est disponible sur le site IT-Connect pour savoir globalement les mots de passe les plus utilisés. Comme d'habitude, la liste des principaux mots de passe sur lesquels il ne faut absolument pas les utiliser. Côté Nokia, il y a une grosse fuite de données qui a été faite, qui a été mise en vente par Intel Broker par l'intermédiaire d'un tiers. Donc ça contient des clés SSH, du code source, des clés RSA, des connexions Bitbucket, des comptes SMTP et webhook, donc énormément de choses. Ce qui est assez amusant, c'est qu'ils ont indiqué que l'information était éligible uniquement pour les membres ayant la plus solide réputation sur Bridge Forum. Donc ça demande qu'un petit newbie qui va juste s'inscrire pour récupérer la base, il n'y aura pas accès. Donc pour l'information, il y a Cyber Insider qui essaie de contacter Nokia pour savoir si il y avait vraiment eu une intrusion dans leur système d'information. Nokia n'a malheureusement pas encore répondu à cette indication. Côté panne, on avait plein de pertes de données chez Microsoft.
Donc Microsoft qui a perdu 2 semaines de log de sécurité, donc du 2 au 19 septembre. Ça concerne les équipements de sécurité de Microsoft, donc Microsoft Entra, Sentinel, Defender for Cloud et Microsoft Purview. Donc selon eux, ce n'est pas totalement sûr à 100%, ce serait dû à un bug dans leur agent de monitoring. Ils ont mis en place un support aux besoins pour les entreprises, sachant qu'il n'y a pas eu de compensation ou de quoi que ce soit annoncé. Et pour le coup, on a de nombreuses entreprises qui ont été impactées sur la perte. Côté Sophos, on a eu une attaque, entre guillemets, de Sophos contre les pirates chinois. Donc ça fait depuis quelques années que Sophos y repousse des attaques de leur part, que ce soit des attaques web sur portail d'administration, des attaques sur leur satellite, par VPN, 0D. Donc c'était des attaques, les attaquants utilisaient des rootkits personnalisés, des comptes gouttes en mémoire thermite, Gropper, pour effectuer des injections de code malveillant. Et en 2020, ils ont déployé un implant pour surveiller justement ces groupes de cybercriminels. Ça leur a permis d'identifier de nombreuses informations et de voir qu'ils effectuaient du coup des injections SQL, des injections de commandes, et notamment une grosse RCE critique qui était encore inconnue. Et ils ont aussi déclaré avoir réussi à attraper un acteur chinois du nom de Testark, mi-2020. Ils se sont associés au Netherlands National Cyber Security Center pour pouvoir saisir les serveurs hébergeant les C2 des attaquants. Côté publication, on a une réponse forte de OpenAI suite à l'utilisation de son service. Donc toujours pareil au niveau des cybercriminels. Donc il y a eu de nombreux cybercriminels utilisaient du coup l'intelligence artificielle pour pouvoir créer et débugger des logiciels, pour effectuer de la rédaction d'articles, pour effectuer des campagnes de phishing, la génération de biographies pour tromper les personnes, ou même faire de la dépolitisation avec de la fausse création de profits et des fausses informations et de la fake news. Donc eux, ils se sont renforcés et ont bloqué de nombreux comptes et ont supprimé pas mal d'informations. Et ils nous ont dévoilé pas mal d'informations. Donc de nombreuses affaires qui ont été mises en évidence, toutes celles de Sweet Spectre, Cyber Avenger, Storm 0817 et d'autres. Tac. Hop. Côté business. Moi, donc, côté business, donc côté droit juridique plutôt. Donc, il y a alors une affaire qui est assez amusante, enfin, quoique plutôt ennuyante pour la personne. Zendesk, qui n'a pas reconnu une vulnérabilité qui a été découverte. Donc, un adolescent qui s'est introduit sans s'introduire sur le système, pardon, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de vérification d'identité qui était effectuée lors de l'envoi d'un ticket. Donc, Zendesk, on rappelle, qui est un outil de ticketing. Et du coup, en fait, une personne pouvait très bien usurper l'identité de Zendesk sur un réseau local et récupérer le ticket, si vous voulez. Et dans le ticket, il pouvait y avoir des informations confidentielles, un nom de serveur, des informations qui étaient propres à la boîte. Le problème, c'est que le programme de bug bounty de Zendesk, il ne prenait pas en compte l'usurpation d'identité. Et du coup, ils ont estimé que c'était pas valide. Alors, j'ai pas indiqué là, mais je vais vous le dire. Donc, les actions sont faites en deux fois. Donc, d'abord, l'adolescent l'a envoyé à une personne, au support technique pour leur dire, bah voilà, j'ai trouvé un bug. Le support technique n'en a rien eu à faire du bug et est passé outre. L'adolescent s'est dit, bon, bah, c'est peut-être pas la bonne personne. Il a renvoyé à une autre personne qu'il a trouvée qui était censée être plus apte et plus ouverte pour comprendre justement l'étendue du problème. Et de la même façon, il n'y a pas eu de retour. Donc, une récompense de 0 $ pour cet adolescent, malheureusement. Et Zendesk est jusqu'à aller pour discréditer l'adolescent pour action légale et violation de l'éthique et des CGU du système. Cependant, il y a quand même eu une récompense de la part de 500 000 $ de la part de plusieurs entreprises qui utilisaient du coup Zendesk qui se sont rendaient compte de l'impact que ça pouvait avoir sur eux. Donc, heureusement pour lui. Côté droit juridique, politique et européen. Donc, tout comme Jérémy vous a parlé d'Aura, moi je vais vous parler de NIS 2. Donc, on rappelle que NIS 2 est en vigueur depuis le 7 novembre 2024, donc très récemment. Ce sont des mesures techniques de cybersécurité et de seuil pour qualifier les incidents importants à notifier à l'autorité de contrôle. Donc, il y a 11 entités qui sont concernées. Donc, il faut estimer que ce sont toutes les entités qui sont à la fois essentielles et celles qui sont importantes.
Donc, on a tout ce qui est DNS, TLD, Data Center, Cloud, CDN, moteur de recherche, infogérance, et j'en passe. La main peut coûter assez cher rapidement. Donc, pour les entités essentielles, jusqu'à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires max. Et pour celles qui sont importantes, c'est 7 millions d'euros ou 1,4% du chiffre d'affaires. Je vous invite à vous rapprocher de Marc-Antoine Dedieu et sur son site Droit technique du numérique pour avoir toutes les informations par rapport à ça. Tac. Côté opération internationale, donc il y a eu une frappe musclée d'Interpol, donc qui était appelée l'opération Synergia 2. Donc ça a été le démantèlement d'environ 22 000 IP et plus de 1000 serveurs qui étaient utilisés pour des activités de cybercriminels. Donc c'était des serveurs qui étaient positionnés en Chine, exactement Hong Kong et Macao, ainsi qu'en Mongolie. Donc c'est une opération qui était conjointe entre plus de 90 pays membres d'Interpol et de nombreux partenaires secteur privé comme Trend Micro et Kaspersky. On a eu pas mal d'arrestations, donc 41 personnes arrêtées et 65 suspects, plus une saisie de 80 gigas de données en Estonie, qui correspondent à des serveurs de cybercriminels et qui pouvaient héberger pas mal de données, que ce soit des fuites de données ou des outils utilisés pour la cybercriminalité. Hop, tac. Côté troll, on a le MFA qui est devenu obligatoire chez Azure et Microsoft 365. Donc actuellement, nous sommes dans la phase 1 depuis le 15 octobre. Donc le MFA est obligatoire pour les comptes administrateurs, donc les portails Azure au centre d'administration Microsoft Entra et au centre d'administration Intune, pardon, ont rendu obligatoire le MFA. Donc il est possible d'effectuer le MFA de façon avec un SMS sur téléphone, Microsoft Authenticator et une clé de sécurité FI2.2. La phase 2, ce sera pour début 2025. Donc, ce sera sur l'Azure CLI, Azure PowerShell, l'application mobile Azure et lors d'utilisation des outils d'infrastructure as code. Donc, pour ceux qui auraient du mal à faire la transition, vous aurez une période de grâce qui est accordée par Microsoft sur demande, je dis bien. Donc, vous devrez en faire la demande spécifique auprès de Microsoft pour pouvoir retarder justement cette mise en place jusqu'au 15 mars 2025, qui sera normalement, selon eux, le dernier délai accordé. Arnaque côté DocuSign. Donc, pour rappel, DocuSign qui est un abonnement pour pouvoir signer des documents. Donc, en souscrivant à un abonnement DocuSign, ça donne accès à une solution de signature grâce à une API REST. Et cette API REST permettait de faire la création de modèles et usurper facilement l'identité d'autres marques. Et à partir de là, les pirates créaient des faux documents avec des faux logos et d'une fausse entreprise et faisaient des faux contrats et puis voilà, de votre match de fausses factures. Et à partir de là, vous pouvez détourner l'argent avec les factures qui étaient signées de la part des victimes. Tac. Bon, bah, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et puis, je vous dis sinon à la prochaine pour la prochaine réunion, donc le mardi 10 septembre 2024, la dernière de l'année. Merci beaucoup. Alors, je cherche comment arrêter. Voilà.